quiz ultime. Ils appellent ça le dernier examen de l'humanité. Les meilleurs experts de leur domaine sont en train de chercher des questions tellement compliquées qu'elles font sécher les meilleurs IA. Nous vous emmenons dans les coulisses. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz ultime? Moi, on me pose des questions déjà juste sur les noms des acteurs, j'ai perdu. Hein. J'hésite sur la complexité des questions qui sont posées. Salut Norsan, comment ça va? Le dernier examen de l'humanité. Derrière ce titre un brin grandiloquent se cache l'épreuve intellectuelle la plus exigeante du monde, dévoilée fin janvier aux États-Unis, infiniment plus intraitable que les questions les plus vachardes du Trivial Poursuite ou de questions pour un champion. Oh là là, il y a Étoile qui est en PLS. Le problème, c'est qu'une fois que ces IA seront capables de répondre, on sera... Ouais, bah ça... C'est le moment où il faut regarder les films futuristes de... Comment on dit? Pas de prévention, de... J'ai perdu le mot, il m'échappe. D'anticipation, merci. Heureusement, ce test de raisonnement et de culture générale extrême ne s'adresse pas à nous. Simple homo sapiens, ça commence. Déjà, nous, on est considérés comme débiles, c'est plus pour nous, c'est pour les IA. Il a été mis au point par les équipes de Scale AI et du Center for AI Safety avec l'aide d'un millier d'experts pour évaluer les capacités des tout derniers modèles d'intelligence artificielle générative tels que DeepSeek R1, OpenAI O3, Claude 3.7 Sonnet. Claude? Ils ont vraiment appelé une IA Claude? Gemini Thinking Grok 3. Que le meilleur gagne et rafle un maximum de parts de marché. C'est surtout ça l'enjeu. Trop facile, il faut dire que plus aucun concours ne semble pouvoir résister à cette nouvelle génération d'IA aux chaînes de raisonnement de plus en plus longues et rigoureuses. Début février, Google annonçait par exemple que son modèle Alpha Géométrie 2 venait de battre les scores des médailles d'or aux épreuves de géométrie des Olympiades internationales de mathématiques. Aïe. Les tests de maths existants sont devenus trop faciles pour ces modèles d'avant-garde, constate Elliot Glaser de l'Institut de recherche américain Epoch AI. Il y en a beaucoup qui vont perdre leur spécificité, hein. Eh ben bon réveil à toi, hein. Écoute, la forme, tranquillement, on va lire un petit peu de presse. Et toi? Je pense que Claude, c'est la version européenne, effectivement. Ça sonne bien non à l'européenne, quand même. Il faut absolument être original pour que la réponse ne puisse pas être trouvée dans les données aspirées sur Internet. Ah bah ça va être compliqué. À vrai dire, toutes les épreuves multidisciplinaires de haut niveau mises sur pied pour sécher des IA ont été laminées ces derniers mois, avec des scores de bonnes réponses atteignant les 90% et surpassant souvent largement les meilleurs experts, nos plus brillants esprits universels, comme Bing Bang Hard, MMLU, GPQA, Diamond sont ainsi tombés. Le site internet Killed by LLM dresse même un mémorial en l'honneur de tous les tests tués par les modèles de langage. Les progrès très rapides de ces modèles rendent beaucoup de questions trivales, enfonce Clémentine Fourier, chercheuse en machine learning à Hugging Face. C'est plus le moment de devenir... C'est plus le moment de devenir champion dans les quiz, hein, clairement. Isaac Asimov aurait une proposition dans sa nouvelle La dernière question, demande à l'IA ultime comment inverser l'entropie de l'univers. Hein. C'est pas mal comme question, je pense que ça rentre dans la catégorie. Hein. Pas mal Norsan. Bon, des soirées comme ça, c'est bien aussi des fois. 3000 questions, d'où l'idée maintenant de confronter l'IA aux quiz les plus impitoyables possibles. Les derniers questionnaires peut-être que seront capables de formuler des humains sans l'aide de l'IA. Bientôt, on aura des tests faits par des IA pour des IA, et l'homme sortira totalement de ça parce qu'il y comprendra plus rien. En l'occurrence, le dernier examen de l'humanité rassemble 3000 questions dans une cinquantaine de domaines, allant de la théorie des nombres à la danse classique, en passant par l'anatomie, la chimie, l'archéologie, la physique, la mythologie, et même les jeux vidéo. Non! On sera plus spécialiste! Non! Au secours, qu'avez-vous fait? L'annonce publiée par les organisateurs en septembre dernier à destination des petits génies du monde entier donne le ton. Nous cherchons des questions auxquelles seules des personnes exceptionnelles peuvent répondre correctement. Les réponses ne doivent pas être faciles à trouver par le biais d'une recherche Google, avant d'ajouter de manière assez désobligeante. En règle générale, si un étudiant de niveau licence peut comprendre ce qui est demandé, la question est probablement trop facile pour les modèles. Voilà. Ça, c'est une petite punchline. J'aurais envie de dire même master en soi. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Les questions exigent de faire preuve de virtuosité et d'une certaine créativité, rien que ça. De fait, l'immense majorité des questions sélectionnées ont été émises par des ingénieurs de haut vol, des chercheurs, des professeurs et autres titulaires d'un doctorat d'université prestigieuse. Des questions académiques incroyablement pointues, sollicitant une réponse unique, précise,
objective, faisant consensus au vu des théories en vigueur. Et, bien sûr, on l'a vérifié, ces questions font lamentablement échouer tous les modèles présents sur le marché au début de cet hiver. On gagne encore! Il n'est pas question ici de jouer sur leurs bugs ou leur assignation, mais bien d'évaluer leur capacité à s'approprier des notions et à raisonner. Sujet de niche. Comment mettre au défi cette nouvelle intelligence artificielle? Il faut absolument être original pour faire en sorte que la réponse ne puisse pas être trouvée dans leurs énormes jeux de données aspirés sur Internet. Faut pas juste qu'elles régurgitent, on leur demande de réfléchir. Grosso modo, c'est ça. Hein. Incroyable touche à tout qui a posé une vingtaine de questions pertinentes aussi bien en mathématiques qu'en histoire de l'art ou en médecine. John Clark Levin, spécialiste de l'IA à l'Institut Yorkton. Je le connais même pas, tu vois. Certains spécialistes, on ne les connaîtra pas. On doit proposer quelque chose de très différent, des exercices de maths soumis en cours ou à des examens et publiés en ligne, ou des discussions sur les forums d'experts comme Math Stack Exchange. Il faut aussi éviter que la réponse puisse être devinée sans raisonnement, ou même avec un raisonnement faux. Et puis éviter les questions devenues trop faciles. Les IA peinaient encore récemment à faire de gros calculs avec des nombres, assez de chiffres par exemple. Ce n'est plus le cas, avertit Johannes Schmidt, chercheur en géométrie algébrique à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Moi, j'ai posé des questions que j'ai en tête depuis longtemps et qui exigent une connaissance ultra détaillée de mon domaine. Mais aussi des questions qui réclament un raisonnement logique en plusieurs étapes à exécuter soigneusement sur plusieurs cas en parallèle. C'est le maximum qu'on puisse faire, hein, je le signale. Je rappelle que là, ils sont en train de poser les questions du maximum de nos spécialistes. Autant vous dire que d'ici quelques années, c'est finito pipo. Hein. Salut Nico! Ça va et toi? La forme? Comment va? Les modèles peuvent échouer aussi sur des questions portant sur un épisode de Bob l'éponge. Bah ouais, attends, spécialiste de Bob l'éponge, s'il vous plaît. Hein. C'est comme dans les jeux vidéo, hein. Il y en a, ils sont particulièrement spécialistes d'un domaine très précis. Ils ont toutes les refs, ils savent absolument tout. Ce sont des spécialistes d'un domaine. Les questions difficiles que j'ai soumises en logique et en machine learning ne demandent pas simplement de connaître son cours par cœur. Il faut faire preuve de virtuosité et d'une certaine créativité. Appuie Damien Siléo, chercheur à l'INRIA à Lille. En sciences humaines, on attend plutôt une capacité de raisonnement analytique et une bonne connaissance des sources sur des sujets de niche, précise Luna Bruxelles, doctorante au département d'études asiatiques et du Moyen-Orient à l'université de Cambridge. En l'occurrence, mes questions portent sur mon domaine d'étude des manuscrits en langue sémitique écrits entre le 7e et le 15e siècle, encore difficile à analyser pour l'IA. On est vraiment dans tous les domaines possibles et imaginables. Je suis un homme particulièrement heureux. Oh! Tu veux partager? Qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas, c'est cool si tu es heureux. Quelques petits pièges. Pour ma part, je suis habitué à imaginer des questions délicates, notamment pour les compétitions américaines d'Olympiade de physique, confie Kevin Zhu, postdoctorant en physique des particules à l'université de Berkeley. Là, j'ai proposé des sujets que l'on ne rencontre pas dans les manuels classiques, des problèmes qui nécessitent de réfléchir à des cas subtils où les méthodes courantes semblent donner des résultats contradictoires. Mais les modèles peuvent échouer aussi sur des questions portant sur un épisode de Bob l'éponge, s'amuse Darren Anderson, jeune topologiste irlandais qui a vu 76 de ses propositions qualifiées, un record. Plus sérieusement, certaines de mes questions sur l'analyse des équations aux dérivées partielles... Ah oui, on est passé de Bob l'éponge à l'analyse des équations aux dérivées partielles. Ça va, hein, la transition est plutôt sympathique. Certaines de mes questions sur l'analyse des équations aux dérivées partielles font appel à des sujets de recherche actuels qui exigent des dizaines de pages de démonstration et plusieurs jours de travail, même pour un expert. Les spécialistes qui se sont donnés mais tellement à cœur joie, ça me bute. Les spécialistes sont là, ah ouais, vous voulez quelque chose de difficile? Ah ouais, bah moi je vais vous sortir tous mes problèmes sur lesquels je planche et que je suis traumatisé et je passe des jours et des jours, quel enfer et tout. Le jour où l'IA arrive à compléter tout ça, je pense qu'ils seront vraiment déstabilisés. Ça fait 3 nuits de suite que je dors la nuit et aujourd'hui je suis en pleine forme. Bah nickel ça! Franchement Nico, c'est un vrai bonheur ce genre de choses. Félicitations à toi, c'est pas facile en plus de se recaler. Hein. Bien ouais. Il n'est pas interdit de glisser quelques pièges dans l'énoncé. J'ai proposé de subtiles variantes de problèmes bien connus qui aboutissent à des résultats très différents. Les IA tombent dans le panneau et beaucoup d'humains aussi, poursuit le mathématicien. Impitoyable. Bon, on peut toujours faire pire. À l'image de la nouvelle épreuve baptisée Frontières Maths, un ensemble de problèmes terrifiants mis au point par une soixantaine de mathématiciens de premier plan. Ces questions sont beaucoup plus difficiles que celles du dernier examen de l'humanité, déclare Elliot Glazer qui organise l'épreuve. Et nous en sommes en train de travailler sur une catégorie de problèmes d'un niveau encore supérieur, dont l'énoncé exigera le travail d'un, 2 ou 3 mathématiciens du domaine pendant 6 semaines.
Mais c'est des petits plaisirs qui sont tellement énormes, Nico. Ça fait toute la diff. Les épreuves sont devenues si impitoyables que ces concours donnent parfois lieu à des tricheries. Ainsi, le 20 décembre dernier, OpenAI annonçait fièrement que son modèle O3 était parvenu à 25,2% de bonnes réponses à Frontier Math contre moins de 2% pour tous les autres modèles. Avant que les organisateurs de l'épreuve révèlent piteusement qu'OpenAI avait participé au financement du test et avait eu accès à certaines données. Ce n'est pas optimal en termes d'objectivité. Ah, les salauds! Vous imaginez, tous les modèles ont 2% de réussite, il y en a un, il atteint 25% et il se rend compte qu'il avait accès aux données. Salut Kuzu, comment ça va? La forme? Ah, c'est les boules! Bon, il faut apprendre à tricher sans se faire prendre, mais ça, c'est pas forcément donné à tout le monde, effectivement. Incroyable! Ah là 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 là. Enjeu énorme, les initiateurs de ce concours doivent aussi prendre de grandes précautions pour éviter que leurs questions-réponses soient diffusées sur internet, de crainte qu'elles soient mémorisées lors des mises à jour des modèles comme des vulgaires annales du bac. Ah, ça me fait rire. Seulement voilà, même lorsqu'on dispose d'une liste confidentielle, c'est difficile de ne pas avoir de fuite. Des piratages informatiques sont possibles, rumine Steven Bazart, ingénieur au Center for AI Safety. Pourquoi les entreprises feraient-elles ça? Mais parce qu'il y a un énorme enjeu financier derrière le score que réalise un modèle à un test, évidemment. Le moindre pourcentage de bonnes réponses en plus a son importance. Parce que si vous êtes au-dessus des autres modèles, ça veut dire que votre modèle est plus efficace, donc potentiellement beaucoup plus d'enjeux financiers, évidemment. Ils ont tout intérêt, les développeurs de ces IA, à apparaître en haut du classement. C'est énorme. Même si ces épreuves purement académiques ont aussi leurs limites et leurs détracteurs, tout comme les tests de QI chez les humains, il me semble plus pertinent d'évaluer la capacité des modèles à effectuer des tâches concrètes pour les humains. Oui. Ah, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on veut vraiment une IA qui est capable de tout résoudre, même les problèmes les plus absurdes qui concernent que quelques individus dans la population, ou est-ce qu'on veut une IA qui soit extrêmement efficace dans la résolution de nos problèmes assez quotidiens? Au final, est-ce qu'on s'en bat pas les couilles que l'IA soit capable de résoudre un problème que seul un spécialiste au monde est capable de faire? Comme quoi les prises d'intérêt, c'est pas que dans les papiers d'un scientifique genre anti-vax ou tabac. Non. T'as des lobbies de partout. De toute façon, quand il y a un intérêt industriel derrière ou scientifique, ça n'y coupe pas, quoi. Si tu veux tricher, triche, mais triche bien, mon fils. Ah bah là, leur intérêt en fait aux développeurs et aux personnes qui sont derrière tout ça, c'est pas d'y arriver légitimement quelque part. Hein. Eux, ils veulent juste avoir de quoi montrer que leur IA est la meilleure et au-dessus de tout le monde. Une sorte d'oracle, reste qu'on ne peut pas s'empêcher d'être fasciné par la montée en puissance intellectuelle de ces machines, avec la croissance sidérante des capacités de calcul et du volume de données assimilées. Les questions de maths soumises fin novembre 2024 avaient coincé toutes les IA existantes. Mi-décembre, les organisateurs m'ont informé qu'un modèle qui venait de sortir avait résolu 12 des 40 problèmes que j'avais proposés. Ça va tellement vite. Vous vous rendez compte qu'en un seul mois, même pas en un demi-mois, un nouvel IA a réussi à battre ces problèmes. La progression est absolument énorme. Depuis un mois, j'ai l'impression qu'ils ont encore passé un cap. Vous imaginez qu'il y a une révolution tous les mois? C'est un truc de fou. Hein. Surtout l'impact sociétal et colossal, on voit comment les RS influencent sur les opinions. Si l'on s'en remet à l'IA pour des conseils de vie quotidien, le fournisseur a un potentiel d'influence ahurissant, totalement JVH. Ça pose de très grosses questions éthiques. Le problème des tests de quiz, c'est que c'était fait par des universités blancs, ces universitaires blancs, en se basant sur des théories de gens. Ils donnent de l'amour à des gens pendant les années 40, à destination des autres, afin de prouver les théories des gens levant le bras. Oui, enfin, les tests de QI ne sont pas du tout... au-delà de tout ceci, l'intelligence ne se résume pas à quelques catégories qu'on a ciblées. Le QI a plein de problématiques et on le sait depuis très très longtemps que c'est un modèle qui est totalement absurde. Mais bon, on n'a pas pensé à informer la population. Donc, Au moment où nous écrivons ces lignes, les IA plafonnent à 10% de bonnes réponses au dernier examen de l'humanité. Ils étaient à 2, on rappelle, hein, quand ils ont lancé le truc. Ils étaient à 2%, ils sont à 10%. Au rythme actuel, il est possible qu'un modèle dépasse le seuil des 50% de bonnes réponses avant la fin 2025. Waouh!
En vrai, c'est énorme. Si c'est le cas, on pourra le voir comme une sorte d'oracle qui maîtrise toutes les connaissances humaines. Une IA généraliste, une super intelligence? Non. Cet algorithme n'aura pas démontré d'autonomie ou de capacité à explorer l'inconnu. Arrivé à ce stade, il faudra trouver une autre manière de les évaluer. Mais peut-on vraiment mesurer ce qui nous dépasse? Vous avez 4 heures. J'avoue. Est-ce qu'on peut vraiment mesurer ce qui nous dépasse? Bah non, vous connaissez peut-être cette expression, mais enfin cette expression, cette mini-histoire, moi je me rappelle à l'université lorsque j'ai fait mes études, on nous avait dit un chercheur c'est comme un mec qui est dans la rue et qui fouille sous un lampadaire. Vous allez le voir, vous lui demandez ce qu'il cherche, et il va vous dire j'ai perdu ma montre. On va lui demander vous l'avez perdu où votre montre? Et il va montrer un endroit dans l'ombre, au loin. Du coup on va lui demander mais pourquoi vous fouillez ici? Bah je fouille ici parce que c'est le seul endroit où je vois. Et la science c'est ça en fait, c'est que la recherche etc, vous n'allez pas fouiller dans un parfait coin sombre. Vous allez fouiller à l'endroit où il y a la lumière et vous allez pousser petit à petit les limites. La lumière, ça représente les connaissances de l'humanité. On pousse en fait la limite de cette lumière au fur et à mesure des découvertes. Donc si votre objectif c'est de trouver la réponse où est ma montre et qu'elle est certainement dans l'ombre tout là-bas, bah faut d'abord commencer par élargir le cercle de lumière pour la trouver. Et en vrai, est-ce qu'on peut vraiment mesurer ce qui nous dépasse? Bah non. C'est bien là le problème. C'est bien là le problème. On peut trouver des solutions pour élargir petit à petit le cercle et ce qui nous dépasse finalement on va se retrouver inclus dans la lumière et on va pouvoir au fil du temps du coup commencer à comprendre ce qui nous dépassait dans le temps, mais c'est au prix d'une longue investigation. Ici donc l'IA ne pourra pas devenir un super chercheur pour l'instant de la manière dont elle a été conçue, mais elle pourra être le garant de notre connaissance au général. Encore une fois, l'IA est un outil. Si on l'utilise intelligemment et de façon maîtrisée, ça peut être du coup quelque chose qui va nous soulager, nous permettre de nous dire ok, bah pas besoin de maîtriser tous ces aspects parce qu'on le connaissait déjà, on va pouvoir se focus sur autre chose. Le problème, c'est que si on est paresseux, on peut se contenter de ce qu'on a et laisser l'IA tout gérer et nous arrêter de chercher. Vous connaissez la réponse, c'est 42. Le shifting, comment la science décrypte le phénomène de voyage mental prisé des ados? C'est quoi, c'est un nouveau truc? Vous rêvez de passer un moment dans le monde de Harry Potter, ce serait possible avec la technique du shifting. Qu'est-ce que c'est que ça? Connaissez-vous le shifting? Cette pratique consiste à basculer de la réalité vers une expérience imaginaire de façon volontaire. Certains shifters racontent qu'ils sont capables de se projeter dans le monde de Harry Potter et de ressentir des sensations visuelles ou sonores. D'accord. Donc c'est monsieur Laurent Vercueil, neurologue hospitalier au CHU de Grenoble-Alpes qui nous parle. Le confinement lors de la pandémie du Covid-19 a eu des effets significatifs sur l'activité humaine à l'échelle de la société, bien sûr, mais également sur le plan individuel. Par exemple, une étude canadienne récente a montré que la consommation d'alcool avait augmenté pendant cette période, ce qui peut être le témoignage d'une tendance à fuir une réalité morose, privée des activités mobilisant habituellement l'intérêt. La difficulté à faire face à une réalité non souhaitée peut aussi venir expliquer l'observation d'une augmentation d'une pratique appelée shifting, qui s'est propagée par les réseaux sociaux, particulièrement au sein de la population adolescente. Ça me semble complètement sain. Vas-y, c'est du RP comme nous, ça va. Faut pas essayer de passer à travers le mur dans une gare, ça ne marche pas. Oui, effectivement, Asgard, ça paraît une bonne... un bon avertissement, effectivement. Pareil, JVVH, pareil. On va voir ça juste après sur l'article des insectes. Donc sous le terme de shifting, on trouve une pratique qui peut se définir comme un désengagement de la réalité présente pour investir une réalité fantasmique, souvent inspirée de la culture populaire, dans laquelle le sujet vit une expérience immersive gratifiante. C'est totalement le RP. Excusez-moi, mais c'est totalement le RP. Ainsi, une jeune fille se décrit basculant dans un monde inspiré de celui de Harry Potter, au sein duquel elle évolue en interagissant avec ses héros préférés. Il s'agit d'un voyage imaginaire, plus ou moins sous contrôle, interrompu par le retour à la réalité. Ouais, donc c'est... Non, c'est plus un rêve. Ok, c'est une rêverie, mais on pourrait s'intéresser au RP. Aïe aïe aïe.
L'aspect technique qui donne son nom à cette pratique, shifting signifie déplacement, changement, consiste dans l'aptitude à basculer de la réalité vers cette expérience imaginaire de façon volontaire. Un autre aspect souligné par les pratiquants est l'adhésion puissante à cette réalité désirée, qui nécessite de suspendre l'incrédulité usuelle pour apprécier pleinement le contenu de l'imagerie visuelle et sonore constituant l'expérience. C'est précisément cette adhésion et la suspension de l'incrédulité qui semblent susciter l'inquiétude de l'entourage ou des professionnels de santé, en ce qu'elle pourrait menacer l'adaptation du sujet à la réalité vraie. Ça pourrait tellement s'adapter à plein de sujets connexes, c'est un truc de fou. Hein. Grosso modo, il utilise des mots encore un petit peu compliqués, mais l'incrédulité usuelle, comment on pourrait... attendez. On va essayer de décrypter tout ça pour rendre le langage un peu moins spécialisé. Comment on va expliquer ça? Je pense JBVH, je pense totalement. C'est pas la naïveté de tous les jours, non, non, c'est... en gros... en fait... C'est... Attends, comment on va l'expliquer? Comment on va l'expliquer? C'est des personnes, en fait, qui vont y croire véritablement. Être quelqu'un d'incrédule, c'est quelqu'un qui va être sceptique. Quelqu'un de crédule, c'est quelqu'un qui croit. Quelqu'un d'incrédule, c'est quelqu'un qui va être souvent sceptique et remettre en cause, qui va questionner au maximum. Quand vous avez des fantasmes, vous rêvez à certaines choses, bah, vous avez toujours des doutes qui vont se mettre en place en disant c'est pas réalisable, c'est pas machin. Vous allez dire oui, bon bah c'était qu'un rêve, ça n'arrivera jamais. Vous avez cette incrédibilité qui va se mettre en place et qui va questionner votre fantasme, votre adhésion à un monde. Ici, en fait, ce qui fait peur, c'est que ces pratiquants finissent par croire cette réalité réelle. C'est que c'est plus seulement un fantasme, c'est plus un rêve, c'est vraiment quelque chose qu'ils vivent et qu'ils estiment être vrai. Est-ce que vous arrivez à voir ce que je veux dire? Incrédule, c'est l'inverse de crédule. Quelqu'un de crédule, c'est quelqu'un qui croit à n'importe quoi. Quelqu'un d'incrédule, c'est quelqu'un qui est sceptique et qui remet en cause. Donc non, non, incrédule, ça n'a rien à voir avec obtus. C'est vraiment le contraire d'être crédule, de croire à tout. On dit souvent de quelqu'un, putain, t'es trop crédule, ça veut dire que tu crois à tout ce qu'on te propose. Tu crois, par exemple, quelqu'un qui veut faire une arnaque va lui vendre tout un tas d'arguments faux pour essayer de le convaincre et il va être crédule, il va y croire. Quand vous avez un ami qui est crédule, vous lui faites des plaisanteries, vous commencez à lui faire croire que du robinet il sort un liquide qui peut le rajeunir, il va y croire. Vous voyez ce genre de conneries, ce genre de trucs. C'est ça, être crédule. Donc être incrédule, ça va être de remettre en cause, d'être sceptique, de mettre en doute ce qu'on vous dit, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, etc. C'est un peu la théorie selon laquelle une véritable réalité virtuelle marquerait la fin de la civilisation car la réponse au désir de chacun serait directement accessible. L'ascension rendra donc caduque la réalité au nom de la situation. Totalement JVH. Et là-dessus, on peut faire écho à pas mal de films qui, justement, si on proposait un monde de réalité virtuelle dans le monde que vous voudriez être, il y en a beaucoup qui arrêteraient de vivre dans la véritable vie. C'est-à-dire que si demain matin, il était possible de vraiment vivre dans GTA RP, il y en aurait quand même pas mal qui laisseraient peut-être de côté leur vraie vie pour incarner leur personnage dans l'autre monde, et qui s'y croiraient également. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est une menace assez saisissante, c'est que si vraiment un jour on est capable de créer n'importe quel univers en réalité virtuelle et que vous puissiez incarner un personnage, bah quelque part ce serait un peu la fin de notre monde, de notre civilisation, parce que tout le monde serait parti ailleurs. Techniquement, la cape d'invisibilité, c'est une cape qui prend le poteur invisible. Dans ce cas, techniquement, un simple drap, c'est une cape d'invisibilité. Ça peut marcher. Jusqu'à ce que le perso fasse une mort RP, bon après, ça part très très loin, quoi. Mais effectivement, ça peut être très compliqué. Donc ici, en fait, le phénomène de shifting, c'est de rentrer dans un fantasme, dans un rêve, et d'y croire tellement qu'on pourrait penser que finalement, c'est l'autre réalité qui est la vraie. C'est un problème psychologique, hein. Pour moi, vous avez des personnes qui, notamment, considèrent certaines hallucinations comme étant extrêmement vraies et véridiques, et leur réalité n'est pas la réalité des autres. Et ils y croient véritablement, et tout le travail en psychologie peut être de démonter tout ceci et de faire réaliser que ce sont des hallucinations, que ce monde-là n'est pas réel, mais c'est un vrai problème psychologique.
Donc ici, qu'il y ait une tendance chez les adolescents qui repose sur des vrais troubles, ça peut être problématique, effectivement. Est-ce que ça vous a permis de un peu mieux comprendre ce qu'on disait ici? Parce que du coup, on a vraiment en fait une suspension au niveau du cerveau de cette remise en question pour que les gens vivent pleinement l'imagerie visuelle et sonore. Donc ils sont vraiment pris dans des hallucinations visuelles et sonores. Ils sont vraiment immergés dans un monde virtuel. On peut comprendre du coup effectivement l'inquiétude de l'entourage et des professionnels de santé parce que typiquement ça rentre dans le cadre de vraies maladies psychiatriques. Bon, après l'inquiétude des parents, on connaît évidemment la chanson. Hein. Je pense que nous tous, on a probablement des proches qui se sont déjà inquiétés de notre temps passé sur les jeux vidéo ou sur l'ordinateur. C'est pas un sujet qui est nouveau, mais c'est vrai que dans certains cas, ça peut être vraiment problématique. Ils fuient la réalité pour rester dans leur imagination. Oui, quelque part, oui. Un voyage mental sous contrôle. Ce que les pratiquants du Shift Team décrivent s'apparente à une forme de voyage mental sous contrôle. Le voyage mental repose sur le désengagement de la situation présente pour générer une représentation mentale spécifique. Par exemple, l'évocation d'un souvenir personnel repose sur l'activation d'une scène tirée du passé qui est rejouée mentalement. Ça, on le fait tous naturellement. Je pense que... enfin, tous. Une grande majorité, je pense, on a déjà rejoué dans notre tête une scène qui s'est passée et essayé d'évaluer les différentes... comment dire ? Comment ça aurait pu se passer différemment. On rejoue l'épisode en se disant putain si j'avais fait ça, ce serait passé comme ça, etc. Mais ça c'est un mécanisme mental qui est naturel parce que ça permet en fait à notre cerveau de se remettre en question, d'évaluer en fait la façon de réagir à différentes choses pour pouvoir modifier son comportement à l'avenir. Quand vous êtes face à une problématique, le choix de votre cerveau il se fait en fonction des expériences que vous avez vécues. Vous êtes ce que vous êtes en fonction de tout ce que vous avez vécu et de ce que vous avez aussi en termes de génétique, de personnalité, etc. Mais le choix que vous faites n'est pas un hasard parce qu'il est déterminé par tout ce que vous êtes au final et tous les éléments qui ont été apportés à votre conscience. La seule façon de changer finalement cette opinion, c'est d'apporter de nouveaux éléments. Comment on apporte de nouveaux éléments? En réfléchissant, en faisant de l'analyse, en ayant l'intervention d'un tiers, en ayant un élément supplémentaire qui vient se mettre dans le raisonnement. Et au final, le voyage mental, le fait de ressasser un épisode précédent et de se faire cette représentation mentale, de rejouer le scénario et de changer les outcomes, c'est une façon d'analyser la chose et de pouvoir adapter son comportement. Les rêves et les cauchemars, en quelque sorte, c'est aussi une façon de retravailler sa personnalité et sa façon d'aborder les choses. Un cauchemar, en général, on vous met face à une situation extrêmement stressante, vous avez la fuite, son comportement, et vous avez aussi la possibilité de peut-être combattre ce cauchemar, et le cauchemar est là aussi d'une façon inconsciente pour vous aider à affronter un problème assez important pour vous. Un problème inconscient, hein, sans doute, hein. Mais vous avez un problème et votre cerveau vous l'expose dans un cauchemar pour que vous ayez l'opportunité de l'affronter. Donc le voyage mental, c'est déjà un mécanisme qui existe dans votre tête. Il n'est pas sorti du derrière d'un poney, hein. C'est vraiment quelque chose de réel. Ce serait chiant de tomber sur des joueurs qui disent c'est quel muscle pour fouiller dans les poches. J'avoue. Et si c'était nous qui étions dans un monde imaginaire pour échapper à la réalité de merde, imaginer la réalité... Mais Steph, c'est une théorie, hein. La théorie de Matrix, elle n'est pas sortie de nulle part. Hein. Vous avez une véritable théorie qui dit est-ce qu'on ne serait pas dans une simulation? C'est pas impossible. Et après, ça donne mal à la tête parce que vous imaginez 50 000 trucs. Donc, on peut être une simulation, peut-être le rêve d'un autre individu qui nous imagine comme des jouets en train d'évoluer. Enfin, il y a tellement de possibilités parce qu'on n'a pas conscience de tout ça. Donc. C'est un sujet qui est vite vertigineux, quoi. Le voyage mental peut aussi être involontaire avec l'irruption de souvenirs autobiographiques ou de scènes fantaisistes sans lien avec la réalité. Néanmoins, il demande toujours au sujet de se désengager de l'activité en cours qui doit être suspendue, sauf s'il s'agit d'une activité routinière, de faible exigence comme la marche, le tricot ou toute activité répétitive monotone qui pourrait même favoriser le voyage. Si vous marchez, randonnée, course, etc., généralement vous faites un voyage mental. Moi ça m'arrive très souvent, quand je suis en randonnée, je pars souvent dans mes bouquins et je vis une aventure avec mes bouquins et je crée mes histoires. Nous avons récemment publié un article de synthèse sur le voyage mental. Des travaux d'expérimentaux récents ont permis de mieux comprendre chez l'animal comment fonctionnait cette aptitude qui n'est donc aucunement l'apanage de l'être humain.
qui permet de se désengager du présent pour voyager mentalement dans l'espace et dans le temps. Dans cet article, nous ne traiterons pas la question du pourquoi les adeptes du shifting font ce qu'ils font. Les neurosciences portent davantage sur le comment, à la recherche des corrélats neuronaux des expériences subjectives. Ainsi, nos activités mentales, les comportements efférents, peuvent être classés en 3 grands modes entre lesquels nous naviguons en fonction des contextes. D'abord, le mode exploitation, qui consiste à remplir les tâches dictées par l'environnement sous la forme d'un certain asservissement du cerveau à ses routines. HM, merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup. Bonjour à toi, comment ça va? Déjà 3e mois des 6 mois reçus par JBVH. Cool, le shifting vient avec des modes de difficulté. C'est plus marrant comme ça. Donc on a le mode exploitation, remplir des tâches dictées par l'environnement sous la forme d'un certain asservissement du cerveau à ses routines. Ok. On a le mode exploration, lorsque nous sommes confrontés à un contexte nouveau qui nous contraint à développer des stratégies originales aux résultats incertains. Donc on a effectivement, on va faire des hypothèses sur comment ça va se passer. Imaginons, je pense, vous avez rendez-vous dans 1 heure pour un nouveau entretien d'embauche. Vous allez être en mode exploration sur tous les outcomes possibles pour vous préparer à la situation. Donc vous allez imaginer absolument tout pendant que vous allez à cet entretien d'embauche. Vous allez imaginer que le recruteur se barre en courant parce qu'il a une grosse urgence, du coup c'est annulé. Vous allez imaginer que en fait, le recruteur il est à poil, il a oublié de s'habiller et du coup ça vous fait rire. Vous allez imaginer que ça va finir en baston et tout, vous allez vous prendre le bec et vous allez partir de manière ultra vénère. Bref. C'est un mode exploration, quoi. Vous allez vraiment tester 50 000 outcomes, plus ou moins probables, pour pouvoir développer des stratégies et vous dire si se passe ça, qu'est-ce que je fais? Je désactive l'aide pour ma part. Je voudrais un mode bac à sable, ça peut être pratique. Les changements d'heure, c'est les reboots. Sans doute, sans doute. Ça va et toi, HM? Qu'est-ce que tu racontes? Ça va à la forme? Enfin, le mode désengagé ou l'absence de contraintes environnementales nous rend susceptibles de nous livrer à une activité autonome de vagabondage mental, le fameux voyage qui consiste à tripoter. J'aurais pas utilisé ce terme. Qui consiste à tripoter des idées, ressasser le passé, envisager l'avenir. Donc ça, en gros, c'est quand vous allez courir, quand vous marchez, vous allez déclencher un voyage mental et en fait, vous êtes un peu en mode... vous pensez à tout, à n'importe quoi et vous vous détachez un petit peu du réel. Est-ce qu'on peut activer la chute? Oh, est-ce que vous me faites rire? Aïe aïe aïe. Depuis les travaux pionniers du neurologue Marcus Reichle, nous savons que ce 3e mode, considéré comme un mode par défaut, dans lequel le sujet bascule lorsqu'il n'a rien à faire, ni exploiter, ni explorer, repose sur un réseau cérébral impliquant les territoires frontaux et pariétaux. Donc les territoires frontaux et pariétaux, c'est des zones dans votre cerveau. On a différents cortex frontal, cortex pariétal. J'ai plus les noms des autres, mais bref, votre cerveau en fait est séparé en plusieurs zones qui vont gérer différentes choses. Notamment le territoire frontal, c'est tout ce qui va être lié à la prise de décision, à des choses assez dans le contrôle justement. Or, le shifting repose sur un désengagement du réel et la réalisation d'un voyage mental contrôlé où le sujet maîtrise en partie au moins le cours de son imagerie mentale. Une étude expérimentale menée chez le rat, publiée en 2023 dans la revue Science, montre que le voyage mental peut être suivi littéralement à la trace chez l'animal. Dans cette expérience, le rat est placé sur une sphère mobile sur laquelle il se déplace dans toutes les directions. Ces déplacements sont reportés dans un environnement virtuel qui lui est présenté sur un écran placé devant lui, de sorte qu'il peut se promener à son gré dans un labyrinthe numérique à la recherche d'une récompense délivrée lorsqu'il atteint son but. Putain, ils ont reproduit le truc de réalité virtuelle. Ils lui ont... Putain, comment ça s'appelle ce machin? Attendez, faut que je cherche. Si vous avez regardé la dernière vidéo de... C'était qui? C'était Cyril MP4, non? Qui avait fait un truc. Oui, c'est ça. Regardez. En gros, c'est ça. Vous voyez cette plateforme? On peut courir dessus, ça patine. Ils ont foutu un rat là-dessus et lui ont mis un écran devant. Ils ont reproduit ça avec un rat. Incroyable. Marrant.
Ce faisant, les activités des neurones de l'hippocampe, appelées places, les cellules de lieu, parce qu'ils codent la situation de l'animal dans l'espace, sont enregistrées afin de constituer une cartographie neuronale de ses déplacements. Les places, les cellules de lieu, sont des cellules qui vont vous permettre en fait de vous repérer dans l'espace. C'est ce qui vous permet de dire bah, je suis à tel endroit et voici comment se passe l'ensemble du lieu autour de moi. C'est quelque chose qui est hyper important dans le cerveau. A l'aide de ces enregistrements et à force de répétition des essais, les chercheurs peuvent identifier l'endroit où se trouve l'animal dans le labyrinthe. Et c'est là que la prouesse expérimentale réside. Les chercheurs débranchent la connexion de la molette de déplacement à l'environnement virtuel et connectent à la place l'activité des neurones hippocampiques. Ainsi, le labyrinthe dans lequel le rat se déplace n'est plus lié à ses déplacements effectifs, mais au plan cérébral qu'il est en train de suivre. Et ça marche! Le rat parvient à sa destination virtuelle et reçoit sa récompense réelle. En somme, il ne se déplace que dans sa tête et non pas dans un environnement. Il réalise parfaitement un voyage mental. Putain, c'est fou! Vous vous rendez pas compte, mais c'est exceptionnel ça. Hein. En gros, pour vous expliquer, donc ces fameuses cellules de lieu, ça vous permet de vous repérer dans l'espace. C'est là où c'est des neurones qui vont permettre de dire ok, dans la pièce, je suis exactement là. Ici, donc ils ont pris cette fameuse plateforme. Attendez, je vous la ressors. Tac. Merde. Ressort. Allô. Merde, attendez. attendez. Hop. Donc, je vous remets. Ça, c'est la plateforme sur laquelle est mis le rat, d'accord? Donc, il ne peut pas sortir de ce truc, il court. Et normalement, cette plateforme, comment elle fonctionne? En fait, vous allez vous déplacer grâce aux informations récupérées par la plateforme, d'accord? Donc ici, si vous avancez dans cette direction, la plateforme envoie l'information au jeu en disant « il va dans cette direction ». C'est l'exact équivalent de si vous prenez votre joystick et vous poussez le joystick vers l'avant. Quand vous poussez le joystick vers l'avant, le jeu va recevoir l'information comme quoi le personnage se déplace vers l'avant. Ici, dans cette expérience, ils ont déconnecté la plateforme. Ils l'ont totalement déconnectée et à la place, ils ont mis des électrodes pour pouvoir mesurer l'activité cérébrale de ces neurones, de ces cellules de lieu qui sont situées dans l'hippocampe. Ce qui fait que bah, quand ils se déplacent physiquement, l'information n'est pas prise par le jeu. Par contre, quand les cellules elles-mêmes disent « tu es là dans le labyrinthe » parce que lui il regarde l'écran et il pense qu'il est dans cette zone de l'écran, ça marche vraiment et pour le jeu, il se situe dans cette zone. Il a vraiment la manette de déplacement dans la tête. C'est trop fou! Ça veut dire que potentiellement, bientôt, pour les personnes qui sont tétraplégiques, ils pourront jouer aux jeux vidéo. Et peut-être qu'à terme, tout ce qu'on a vu comme Sword Art Online, les trucs comme ça, avec vous mettez un casque sur la tête et après vous êtes plongé dans le jeu parce que vous avez l'écran devant les yeux et vous avez le casque qui mesure l'activité cérébrale, bah potentiellement ça, ce serait possible. C'est énorme en termes de découverte. Du coup, il réalise un voyage mental, effectivement, puisqu'il ne s'est pas déplacé physiquement. Une autre expérimentation plus récente encore, menée chez l'animal, a permis de cibler le commutateur qui permet de basculer d'une tâche vers un désengagement de l'environnement. Des souris, dont les différentes populations de neurones du noyau du raphet médian dans le tronc cérébral, sont influencées par le dispositif expérimental, peuvent basculer d'un mode à l'autre sous l'effet de l'une des trois populations, neurones à GABA, glutamate et sérotonine, correspondant aux trois catégories décrites plus haut, exploitation, exploration et désengagement. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils ont identifié les populations de neurones qui permettent de se mettre en mode exploitation, exploration ou désengagement. Donc les trois modes qu'on a vus en haut, c'est possible de les influencer puisqu'on sait qui est responsable de ça dans le cerveau. Donc on sait exactement quel interrupteur permet d'entrer dans l'une des trois catégories. C'est énorme! Ainsi, la suppression de l'activité des neurones sérotinergiques du noyau du raphet médian permet le désengagement. L'activation ou l'inhibition de l'une des trois populations de neurones permet de basculer d'un mode à l'autre. Le shifting exploite probablement ses propriétés spécifiques, tout en développant une certaine expertise du désengagement lorsque tout au moins le contexte le permet. Wouah! Ok. C'est ils ont trouvé c'est vraiment ce que je vous dis, ils ont trouvé les neurones qui permettent de passer d'un mode à l'autre. Et du coup, chez l'animal, ils sont capables d'eux-mêmes d'activer, d'inhiber, de pouvoir
appuyer sur l'interrupteur qui permet de passer dans les différents modes. Vous arrivez à réaliser ou pas le chat? Que je sache s'il faut que j'explique encore plus. C'est absolument énorme. Et du coup, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'effectivement, l'activité du shifting pratiquée par les adolescents utilise vraiment ce système. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à appuyer sur l'interrupteur pour se mettre en mode rêverie on. L'oreille interne qui va rien comprendre, le corps bouge pas, mais on bouge, what the fuck. Oui, ça par contre, ça peut être un des problèmes. C'est aussi le problème de la réalité virtuelle, justement. Après, si t'as un jour le développement d'un casque qui te permet de faire le retour de sensation, is ok. Mais oui, dans les premiers temps, si on n'arrive pas à régler ce problème, il pourrait y avoir du motion sickness. Ah, si tu suis à moitié, Steph, ouais, ça peut être effectivement compliqué. Mais donc, pour résumer, effectivement, il y a une nouvelle mode, si on peut dire, chez les adolescents qui font de la rêverie plus. C'est-à-dire qu'ils se projettent dans un univers imaginaire dans lequel ils évoluent. Et on a découvert les mécaniques neuronales qui permettent cela et qui pourraient aboutir également à pouvoir développer de la réalité virtuelle. On va résumer ça comme ça. Suspendre son incrédulité pour shifter. Pratiquer le voyage mental et désengager facilement ne doit pas suffire à faire l'expérience d'un shifting satisfaisant. Il nous faut aussi, et sans doute le point le plus critique, parvenir à suspendre son incrédulité. Celle-ci agit comme une sorte de filtre de la réalité consistant à détecter les irrégularités de notre expérience mentale pour distinguer ce qui révèle de la perception de ce qui appartient à notre propre fantaisie. L'incrédulité usuelle, ce qui nous parlait au tout début, c'est un mécanisme de défense, c'est un filtre de réalité qui permet de dire ça c'est une rêverie, ça n'arrivera pas, ça c'est la réalité, c'est ce que mon corps vit, c'est ce que je vis. Le rêve mental n'est pas récent, Steph, mais il y a une mode actuelle chez les adolescents. Il y a une vraie mode appelée le shifting où ils vont volontairement se plonger dans un univers et là où c'est problématique, c'est que pour eux ça devient réel et du coup il y a une distanciation de la réalité, ce qui est d'ailleurs très problématique d'appeler réalité et réalité virtuelle parce que du coup ça devient compliqué. Mais il y a une distanciation de la réalité qui inquiète parce que ça pourrait rentrer dans le cadre d'un trouble psychologique avec des personnes qui sont incapables de distinguer ce qui est vrai du faux. Puisque ici, le problème, c'est vraiment la suspension de l'incrédulité, c'est la suspension du filtre de réalité. Le filtre de réalité, c'est ce qui vous permet de dire ce qui est faux de ce qui est vrai. Donc ici, on a des personnes qui pourront vous soutenir mordicus, qu'ils ont effectivement discuté avec Harry Potter et qui ont des sorts magiques, qu'ils ont une cape d'invisibilité, qu'ils ont volé sur un hippogriffe, etc. Jusqu'à maintenant, les personnes qui vous soutiennent ce genre de choses, ils finissent à l'hôpital psychiatrique pour pouvoir traiter cette différenciation de ce qui est faux et de ce qui est vrai. C'est un véritable problème psychologique, sauf que c'est largement entretenu comme une mode sur les réseaux sociaux, sur ce que font les gens. La problématique n'est pas la technique en soi, c'est le manque d'encadrement et le manque de réalisation de ce que ça vous fait. Toujours la même chose. Oui, mais non, Steph. Parce que c'est la même chose avec le reste. En gros, tu vas lui dire, vas-y, lance un sort, prouve-le. Toi, tu verras bien qu'il ne lancera pas de sort. Mais pour lui, vu qu'il est capable de shifter, son filtre de la réalité disparaît. Lui, il va être persuadé d'avoir lancé un sort. Vous serez pas sur le même plan de réalité. Et c'est là où est le problème, c'est quand vous êtes face à quelqu'un notamment qui a des hallucinations visuelles et auditives, il va vous soutenir mordicus que ça existe alors que vous n'aurez rien perçu parce que ça n'existait pas pour vous. Et ça, on rentre dans le cadre de la psychologie, des problèmes psychologiques. Si vous avez un proche qui a déjà souffert de ce genre de troubles mentaux, pour eux, c'est la réalité. Si je lui demande de me faire disparaître, il verra que je suis toujours là, non? Pas si son filtre de la réalité est désactivé, que dans son imagination, tu n'y es plus. C'est là où on a du mal à réaliser. Quelqu'un qui souffre d'hallucinations. Prenez un schizophrène. Un schizophrène qui souffre d'hallucinations auditives visuelles. Cette personne, dans les stades de sa maladie qui est développée, qui n'a pas été pris en charge par le système de santé mentale,
pour cette personne, ce qu'il vit est réel. Les hallucinations auditives, visuelles, il les perçoit, il les ressent. Pour lui, c'est totalement réel et il ne comprendra pas quand vous lui direz que non, ça ne l'est pas. Ce qui va créer des tensions et des problèmes. Tout le travail du personnel de santé, c'est de pouvoir aussi aider cette personne en lui disant et en lui permettant de repérer les détails qui permettent de dire ça, c'est une hallucination, ça, c'est la réalité. Il y a un énorme travail pour que la personne réalise qu'effectivement, il a des hallucinations. C'est le travail de réalisation de la maladie. Ici, vous avez des adolescents qui, pour mieux vivre leurs fantasmes, leurs rêves, pour mieux vivre leur voyage mental, désactivent leur filtre de réalité. Donc le fantasme, le rêve, devient réel pour eux. Ils ont des vraies sensations visuelles et des vraies sensations perceptives à leur sens. Alors, c'est plus difficile qu'une question de point de vue. Alors, pour nous, on peut résumer, c'est une question de point de vue. Mais en fait, ils le ressentent. Leur cerveau leur donne l'illusion de... C'est pour ça que c'est très difficile pour quelqu'un qui vit ce genre de choses, quand on leur dit « Mais non, c'est faux, tu mens, tu ne vis pas ça. » Si, il le vit, mais il le vit intérieurement. Et c'est là la différence. Et c'est pour ça que c'est si difficile pour quelqu'un qui souffre de troubles de ce genre, de discuter avec ses proches, parce que souvent ses proches vont se mettre en opposition féroce et forte en lui disant non. Et du coup on arrive à un conflit direct où la personne dit mais tout le monde me ment en fait, tout le monde raconte des salades, je le vis, je le sais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est très subtil et qui est très important en fait dans la situation. La frontière est si mince avec mon récent problème de santé, j'ai eu quelques nuits blanches et durant les nuits, j'ai eu des logiques de rêves s'immisçant dans mes pensées conscientes, conscient que c'était absurde, mais ayant des difficultés à les distinguer du réel. Bah c'est ça JBH, tu mets le doigt dessus, c'est extrêmement complexe, et encore toi tu as ton filtre de réalité qui est encore un petit peu on, parce que tu arrives quand même à dire que c'est absurde. Dans les cas de malades cliniques, ce filtre n'existe plus du tout. Donc on se rend bien compte que nous, on se dit putain, ça avait l'air d'être vachement vrai quand même, mais je suis conscient que ça paraît absurde, c'est pas vrai, etc. Vous avez le scepticisme, vous avez le doute, vous avez votre aspect incrédule qui se met on et qui dit attends, il y a un problème quelque part. Oui, ça a l'air très réel, mais non, il y a un souci, ça colle pas. Imaginez que cette voix, ce scepticisme, ce doute, vous le désactivez. Ça change tout. Ça change absolument tout. Salut Carrig, salut Phoenix Host, comment vous allez? Franchement, ça va. On est sur un article hyper intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis vraiment enthousiaste. Hein. Il est hyper intéressant cet article. On a déjà la clinique avérée, Macron. C'est un autre débat, ça, Asgard. C'est un autre débat. Non, mais c'est vraiment hyper intéressant. C'est en termes, en plus de notre perception aussi des malades psychiatriques, en tout cas d'une catégorie de malades psychiatriques, parce que tout le monde n'entre pas dans la catégorie des hallucinations, etc. Mais pour ceux qui vivent des hallucinations, c'est exactement le même problème. C'est ce filtre de réalité qui va être aussi un gros problème, et c'est de comprendre d'un côté et de l'autre ce qui se passe. Ça va tranquille, merci Carrig. Ça va tranquille. Nous pouvons tous imaginer des éléphants roses et les classer correctement dans le produit de cette imagination. Durant le sommeil, les structures qui assurent ce discernement entre fantaisie et réalité, le cortex orbitofrontal et le gyrus singulaire antérieur, ont une activité qui est suffisamment inactivée pour que nous puissions adhérer au contenu de nos rêves en dépit de leur caractère fantastique. Quand vous êtes en rêve, quand vous dormez, vous allez avoir justement une activité de ces structures qui mettent le doute légèrement inactivés. Ils sont inactivés pour que vous puissiez quand même vivre le rêve. Pour que vous puissiez y croire le temps du sommeil. Donc ces structures varient en activité. Lorsqu'elles sont pleinement actives, bah vous mettez tout en doute. Quand elles ne sont pas suffisamment activées, vous croyez plus facilement à ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Vous adhérez plus facilement à votre rêve. Au cours de l'hypnose, ces processus de critique de la réalité sont également mis au repos, de sorte que nous pouvons adhérer à des représentations erronées. Par exemple, mon bras est paralysé.
Donc quand on fait de l'hypnose, quand on est soumis à l'hypnose, on va avoir une inhibition, on va mettre au repos les structures qui mettent en place le doute pour dire ok c'est réel. Bon bah je suis une poule, maintenant je vais faire cote 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 et faire rire tout le monde dans la salle. Pourquoi? Parce que le cerveau croit. Le cerveau croit au fantasme. Enfin pas au fantasme, mais croit à ce qu'on lui suggère, croit au rêve, croit à l'illusion et va avoir toutes les sensations, toute la réflexion. Ça s'applique dans plein de domaines en fait, et c'est hyper intéressant. Il est vraisemblable qu'un tel processus, comme le suggèrent les méthodes proposées pour faciliter le shifting et qui sont évocatrices d'une forme d'auto-hypnose, soit à l'œuvre pour que le sujet adhère au contenu de son voyage. La pratique du shifting consiste donc à exploiter une propriété générale propre à l'humain et à de nombreux animaux probablement, qui est de pouvoir s'abstraire du réel pour se projeter dans un monde imaginaire, réalisant un voyage mental. Nous commençons à connaître les opérateurs cérébraux de cette expérience, mais son contenu subjectif reste hors de portée. C'est bien ce qui fait toute sa magie. Donc grosso modo, la pratique du shifting, je la connais pas, hein, j'ai pas vu les vidéos, etc. Mais j'imagine qu'il y a tout un protocole pour se mettre en voyage mental. Et dans ce voyage mental, on passe par une inhibition, une vraie inhibition au niveau du cerveau, des structures qui sont là pour normalement remettre en doute. C'est vraiment l'équivalent d'un rêve éveillé, c'est un voyage mental où tout ce qui nous permet de mettre en doute, de questionner, de dire non mais ça c'est pas réel, c'est un rêve, ça n'arrivera pas, bah ça c'est mis en silence pour profiter de l'expérience au maximum. Alors ça peut être hyper intéressant tant que c'est contrôlé, tant qu'on fait attention, tant qu'on est au courant des risques. Si c'est des adolescents qui font ça parce qu'ils ont vu un influenceur leur dire de faire ça et qui n'ont aucun contrôle, aucun débrief de la situation, aucune discussion réelle avec des parents qui sont au courant, etc., on peut avoir un basculement et une perte de réalité. Mais encore une fois, c'est un problème d'encadrement, de discussion et de sensibilisation. C'est pas un problème de faire un voyage mental, on le fait naturellement. Mais le problème est quand on fait ces expériences sans être au courant de toutes ces mécaniques et que petit à petit, il y a un glissement qui est fait. Bah ça arrive souvent, Kuzu. Mais encore une fois, parce que c'est un mécanisme naturel. Donc le mécanisme en soi n'est pas un problème. Vous pouvez tout à fait faire des voyages mentaux, il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est lorsqu'il n'est pas encadré et que du coup des jeunes vont potentiellement confondre réalité et voyage mental. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un article comme ça. Vous êtes prêts, messieurs? Un cas exceptionnel de luxation traumatique du testicule. Oh, ça faisait longtemps. Allez, pour le plaisir, le chat, pour le plaisir. Des urologues australiens rapportent le cas d'un jeune homme victime d'un accident de moto dont un testicule a été expulsé de la bourse et s'est retrouvé à hauteur de la base du gland. Oh mon dieu, il a dû avoir mal. Oh là là. Ah, ça va faire mal les gens, hein, faites gaffe. Pour la plupart d'entre nous, lorsqu'on parle de luxation, on pense à celle de la rotule, déboîtement du genou, de la hanche lorsque la tête sphérique du fémur sort du cotyle, la cavité osseuse de l'os du bassin, de l'épaule avec le déboîtement de la tête de l'humérus hors de l'omoplate, ou éventuellement du cristallin avec le déplacement de cette lentille de sa position normale à l'intérieur de l'œil. Putain, je savais même pas qu'on avait une luxation du cristallin. Mais reconnaissez qu'elle ne vous évoque pas forcément celle qui concerne le testicule. La luxation testiculaire existe bel et bien, elle traduit le déplacement anormal du testicule en dehors de la bourse du scrotum. Elle peut être unilatérale ou bilatérale selon qu'un ou deux testicules se trouvent expulsés de leur emplacement naturel sous l'effet du traumatisme. Oh putain, oh ça va faire mal. C'est l'histoire d'un Australien de 29 ans, victime d'un accident de moto.
Il a subi un traumatisme fermé de la partie basse de l'abdomen et du bassin. Admis aux urgences d'un hôpital, il est alerte et se plaint d'une douleur de la région génitale. L'examen clinique montre qu'il présente une luxation du testicule droit. Celui-ci a été expulsé de sa position normale et se trouve à l'extérieur, plus précisément à hauteur de la base du gland. Vous avez bien lu! Ce cas clinique a été rapporté en janvier 2025 par des chirurgiens urologues dans la revue Urology Case Reports. Sous la violence du choc, le testicule droit est donc carrément sorti de la bourse, est remonté sous la peau de la face ventrale de la verge qui l'a perforé à sa partie supérieure. Il s'est retrouvé à l'air libre, juste sous la couronne du gland, mais toujours relié au scrotum par le cordon spermatique. Oh, il est sorti dehors! Oh, terrible! Il a perforé la partie supérieure de la face ventrale de la verge. Il s'est retrouvé à l'air libre sous la couronne du gland, relié au scrotum par le cordon spermatique. Ah! Il pendouille! Le testicule gauche, lui, est bien en place. Ce jeune homme polytraumatisé présente une fracture de la 7e côte, un traumatisme de la rate, une fracture de l'avant-bras gauche et du fémur gauche. Il est rapidement conduit au bloc opératoire. Les chirurgiens urologues ont remis le testicule luxé dans la bourse droite. La plaie pénienne ouverte a été suturée sur plusieurs plans, à savoir au niveau de la peau et du dartos, la membrane composée de fibres musculaires lisses qui constitue la structure externe du scrotum. Un testicule extériorisé sous la violence du choc. Chez ce patient, le testicule droit s'est donc retrouvé en position extériorisée, donc vraiment à l'extérieur, qui pendouille. Il est plus dans la bourse, il est plus dans la peau, il pendouille. Suite à une plaie ouverte cutanée de la verge, située juste sous le gland. Ah! Il s'est ouvert sous le gland. L'intérêt de ce cas clinique tient au fait qu'il est exceptionnel qu'une luxation testiculaire aboutisse à ce qu'un testicule luxé s'extériorise sous la violence du choc. Tu m'étonnes. En effet, lors d'une luxation testiculaire, le testicule est généralement projeté dans la région inguinale, dans l'aine ou l'abdominal en passant par le canal inguinal. Il reste à l'intérieur, quoi. Pour comprendre, il faut savoir que le canal inguinal, situé dans l'aine, est une zone anatomique étroite qui relie l'abdomen aux organes génitaux externes. Chez l'homme, il permet la descente des testicules de l'abdomen vers le scrotum et sert de passage au cordon spermatique. Ce canal est constitué de 2 orifices, un orifice profond qui communique avec la cavité abdominale et un orifice superficiel qui communique avec les bourses chez l'homme. Lors d'une luxation testiculaire, le testicule luxé passe le plus souvent à travers l'orifice superficiel du canal lingual. Il peut arriver que le testicule luxé remonte le long du pénis. Secours. Oh pardon, mais j'ai... Oh là là! Oh la violence! Les piles me manquent. Oh putain! Il peut arriver que le testicule luxé remonte le long du pénis. Un tel cas a été décrit en 2024 dans le Journal of International Medical Research par des urologues chinois chez un jeune homme de 20 ans, victime d'un accident de moto. Le testicule luxé apparaissait sous la forme d'une grosseur de 2,5 par 3 par 4 cm sous la peau de la verge du côté droit. Lors de la collision, le scrotum était venu percuter violemment le réservoir de la moto, expulsant le testicule droit hors de sa bourse. Oh! Oh, j'ai l'image! Au secours! J'ai presque le bruit du champagne, vous savez, le petit poup! Au secours! Ah, vous avez la sensation, oui, j'imagine! Aïe, aïe, aïe! Ah, les bons timings pour arriver sur la chaîne, comme on dit, hein. Les accidents de moto sont appliqués dans la plupart des luxations testiculaires. Sachez-le, si vous voulez pas avoir de luxation testiculaire, messieurs, faut pas faire de moto. Les luxations testiculaires traumatiques sont rares. On ne compte environ 200 cas dans la littérature médicale. Le premier cas rapporté remonte à 1818. Il relatait une luxation testiculaire bilatérale consécutive à une violente compression de la partie inférieure de la paroi abdominale par une roue de charrette. Ah! Oh le pauvre! Il s'est fait rouler dessus par une charrette et ça lui a fait sortir les... Ah! Ah! Au secours!
Pensez-y quand vous regarderez du Red Dead Redemption. Ah! Au secours! De nos jours, les accidents de moto sont impliqués dans la plupart 80% des cas de luxation testiculaire. Le mécanisme lésionnel d'une luxation testiculaire est très souvent un choc direct et appuyé sur les bourses, le bassin ou le périnée. Le réservoir de la moto est souvent incriminé. Lors du traumatisme, la contraction simultanée des fins muscles crématésariens qui accompagnent le cordon spermatique dans le canal inguinal et forment une tunique musculeuse entourant le scrotum pourrait contribuer au mécanisme conduisant à la luxation en rétractant les testicules du sac scrotal. Luxation profonde ou superficielle. On est qu'à la moitié de l'article. Hein. Bisous HM. Le testicule expulsé du sac scrotal mais toujours relié au cordon spermatique se retrouve le plus souvent expulsé en position inguinale superficielle, dans environ 50% des cas. Plus rarement, il peut être dans le cas inguinal, 8%, en position pubienne, 18%, pénienne, 8%, intra-abdominale, 6%, périnéale, 4%, au crural, en haut de la cuisse, 2%. En haut de la cuisse? Putain. On parle de luxation testiculaire profonde ou interne lorsque le testicule passe à travers l'anneau superficiel du canal inguinal et se retrouve dans le canal inguinal ou dans la cavité abdominale. Putain, jusque dans les abdos. La luxation est dite superficielle dans les autres cas, le testicule expulsé cheminant sous la peau. Le testicule luxé se situe alors dans une zone circulaire dont le rayon est déterminé par la longueur du cordon spermatique. En 2013, des chirurgiens urologues et orthopédiques du CHU de Grenoble ont rapporté un cas exceptionnel de la luxation testiculaire associée à une fracture de l'anneau pelvien, à savoir une fracture complexe des os du bassin. Lors de l'intervention chirurgicale, les chirurgiens ont constaté que le testicule droit se trouvait dans le canal inguino-scrotal reliant l'aine au scrotum et que le gauche était dans le bassin directement sous le muscle droit de l'abdomen qui forme la paroi intérieure de la paroi abdominale. Oh, faut pas jouer au billard avec, ça va pas, non. T'imagines aller jusqu'aux abdominaux? Dans environ un tiers des cas, la luxation testiculaire est bilatérale. Dans 30% à 36% des cas, la luxation testiculaire est bilatérale. Dans de rares cas, une torsion du cordon spermatique est associée à la luxation. Ah putain, en plus t'as la luxation et t'as la torsion du cordon. Ça fait giga mal en plus la torsion du cordon spermatique, il me semble. Oh là 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 là. T'as vraiment le combo qui tue. Ah bah moralité, oui, la moto ça casse les couilles, hein, clairement. Oh putain. Ça pourrait être un message préventif anti-moto. Certaines anomalies... Franchement, message préventif... On en parle, mais message prévention routière, version moto et luxation testiculaire, je suis sûr qu'il y en a plein qui font attention, non? Vous en pensez quoi? On devrait proposer, je suis sûr que la moitié des gens y feraient gaffe. Certaines anomalies peuvent être prédisposantes, testiculatrophie, coryphie superficielle inguinale trop large, hernie inguinale indirecte préexistence, quand celle-ci se forme à travers l'office inguinal profond. Chez les patients porteurs de telles anomalies, le traumatisme direct sur les testicules pourrait les expulser vers le canal inguinal ou la cavité abdominale. Ouais, donc il faut quand même avoir des problèmes déjà existants. Faudrait inventer des coques de testicules pour les motards, ouais. Quand je verrai un motard, j'aurai cette image en tête. Oh, putain, j'avoue. Aïe 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 aïe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont essayé la décapitation, les gens ne font toujours pas attention. Les gens font... Mais ouais, je suis pas sûr que les gens fassent vraiment attention jusqu'au bout. Après, si ça peut au moins en aider un ou deux, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. L'examen physique du patient est crucial. L'examen physique du patient est essentiel pour le diagnostic de luxation testiculaire. Il arrive que le diagnostic ne soit pas établi chez un patient polytraumatisé souffrant de lésions sévères et multiples, comme des fractures du bassin et des os longs, hémorragie intra-abdominale. On comprend dès lors qu'il convient que l'équipe médicale examine systématiquement les organes génitaux externes des hommes ayant subi un traumatisme du bassin ou du périnée, sachant qu'une bourse vide est évidemment un signe qui doit alerter le médecin. Bah tu m'étonnes. Oh, t'imagines, t'as une luxation du testicule et personne s'en rend compte. Bah faut, et puis faire attention à ses angles morts, etc. Cousin.
L'échographie peut être utile pour établir le diagnostic et s'assurer de la position du testicule luxé. L'échographie Doppler permet d'examiner le flux sanguin et d'apprécier la viabilité du testicule luxé. Le scanner abdominopelvien peut aider dans certains cas difficiles, en particulier lorsque les testicules se retrouvent dans la cavité abdominale ou en cas de traumatisme associé du bassin. Oh là là. Importance d'un traitement rapide. Le traitement d'une luxation testiculaire consiste en une réduction manuelle. Oh! Sous anesthésie et administration d'un relaxant musculaire lorsque la luxation est immédiatement découverte après le traumatisme. Elle peut cependant augmenter le risque de torsion du testicule. Elle n'est efficace que d'environ 15% des cas. En cas d'échec, une exploration chirurgicale doit être réalisée. C'est la procédure la plus souvent pratiquée, souvent d'emblée, avec un taux de succès approchant les 100%. Bon, déjà, un taux de succès plutôt important. Oh, mais la réduction manuelle. Ah! Durant l'opération chirurgicale, l'état des vaisseaux sanguins du cordon spermatique est examiné. Le chirurgien remet le testicule en place et réalise une fixation, une orchidopexie. Cette réduction chirurgicale consiste à enfermer le testicule dans une sorte de poche munie d'un collet étroit. Les adhésions entre la gonade et le sac empêchent tout mouvement ou torsion du testicule. L'échographie pour localiser, mais c'est quoi une version médicale de Où est Charlie? Bah alors, il est passé où, Charlie? Ce type d'intervention élimine le risque de pratiquer un geste chirurgical avec suture qui risquerait d'endommager la barrière hémato-testiculaire qui sépare les cellules germinales en développement de la circulation sanguine. En effet, une brèche de cette barrière comporte un risque d'infertilité du fait de l'apparition d'une réaction auto-immune, avec la production d'anticorps anti-spermatozoïdes. Tout retard à une exploration chirurgicale comporte le risque de passer à côté d'une lésion du cordon spermatique ou du testicule, ou encore d'une torsion testiculaire associée, ce qui expose à une non-viabilité du testicule luxé ou à une possible infertilité. Il a été montré que la spermatogénèse, le processus de formation des spermatozoïdes, était altéré chez un patient opéré 4 mois après une luxation testiculaire traumatique passée inaperçue. La reprise de la spermatogénèse, attestée par l'analyse du sperme et des dosages en mono, a été décrite par plusieurs équipes après réduction chirurgicale et fixation du testicule. Oh, la violence de cet article! Eh ben, j'imagine que vous avez développé un nouveau cauchemar, messieurs.